Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors qu'on pensait que peut-être qu'aujourd'hui serait la journée de la session parlementaire où on allait changer de sujet, parler de construction, de réforme, de projet de loi, ben non. On est revenu sur le sujet, première heure ce matin, du financement populaire des partis politiques et la CAQ qui est embourbée. Et on est revenu parce que le premier ministre lui-même a fait un point de presse puis il a annoncé une bombe. Oui, il a dit que la CAQ, pour l'avenir approché, va renoncer à tout financement populaire, donc tout financement qui ne vient pas là, des poches de l'État, comme c'est le cas pour à peu près tous les partis Donc, politiques. Plus de dons, plus de souper, cocktail, déjeuner au bin, plus de carte de membre. Ben en fait, il dit qu'il va y avoir de tout ça, là, des soupers cocktails ici et ça, puis ça va être l'occasion de rencontrer des ministres, mais là, ça va être correct parce que Ça va être gratuit. ça va être gratuit. Et c'est, comme tu le dis, ben, une bombe qui a été lancée comme ça là, par la coalition Avenir Québec. Déjà hier, le premier ministre qui avait réagi, on pensait peut-être qu'il allait, là, en bon poker, appeler le bluff de ses adversaires politiques en disant, ben oui, si c'est ça que vous voulez, on va arrêter le financement politique public, mais non. Finalement, ça a l'air que c'est appliqué puis que c'est appliqué directement. Ouais. Et du côté des oppositions aujourd'hui, ben, on crie à la diversion. Mario, est-ce que c'était à droite de faire ça ce matin? Ben, je vais commenter en plusieurs temps. Je vais commencer par sur la forme, là, l'événement auquel on a assisté ce matin. C'est une réaction à chaud à une situation pas si grave que ça. Je comprends que ça fait 2 jours qu'on en parle, mais en politique, là, je veux dire... c'est une tempête dans un verre d'eau. Vraiment. Parce que c'est quelque chose de pas vraiment grave. Que l'opposition a réussi à créer, qu'il faut donner à Vincent Marissal à Québec solidaire, à créer une excitation dans les journalistes, dans le public, ben, personne ne parlait de ça, là. Où les gens, c'était une curiosité, ah ouais, la CAQ, les ministres, mais c'était rien. Puis, il n'y a pas personne qui demandait la démission de 3 ministres, il n'y avait rien, là. Et donc, ce matin, tu réagis à ça, mais là, excuse-moi, c'est ce que j'appelle, moi, en langage politique, une décision structurelle. En d'autres termes, pour des années à venir, ton parti politique n'est plus le même, il recueillera plus de fonds, pourra plus avoir l'occasion, parce que chez ils disent qu'ils vont faire des soupers pareils, mais c'est pas vrai. Là, il reste ces levées de fonds. Là. Moi, je faisais mon souper annuel de mes militants dans le comté. Les gens payaient, mais j'avais 250 personnes. Là. C'était la réunion dans l'année où il y avait le plus d'adéquistes de mon parti dans la même salle. Là. Même c'est si important, c'était crucial. Ben là, c'est que tu vois ton monde, tu leur parles, je faisais le tour des tables, je leur serrais la main. Donc oui, on ramassait des fonds. À un moment donné, l'argent, il n'y a pas juste ça. Oui, les gens sont pas fous, ils le savent. Faire une campagne électorale, ça va prendre de l'argent, ils viennent pour ça. Mais ils viennent aussi, ils sont contents de voir leur monde, de se voir entre eux, de voir le député, le chef, appelle ça. Donc là, la CAQ prend une décision structurelle qui transforme le parti, transforme d'une certaine façon sa vision de la loi électorale. Tu dis, OK, ils ont-tu décidé ça en une nuit? Pas de congrès, pas de discussion avec les membres. Oui, puis ça amène aussi à la réflexion. Parce que c'était pas un sujet dont on parlait au moment où la coalition Avenir Québec a tenu son congrès il y a peu de temps. C'était pas un sujet du tout. Fait qu'on ça n'a jamais été abordé. On peut comprendre qu'ils n'en ont pas parlé. Après ça, ben là, il faut voir le résultat. Là, la CAQ devient un parti qui est à 100 qui va être à 100 parce que François Legault a été clair là-dessus. Le seul argent qu'il va accepter, c'est la subvention du directeur général des élections. Ça, c'est la loi. Depuis qu'ils ont baissé les contributions politiques à 100$ par personne limite, ben là, c'est sûr que les partis n'avaient plus d'argent. Fait qu'ils ont augmenté beaucoup la subvention. Ils ont augmenté énormément la subvention annuelle qui vient de l'État. Donc là, la subvention, c'est un montant, là, c'est une dizaine de millions, un peu plus, quelque chose de même. Fait que là, la CAQ, ils ont eu 41% des votes. Fait qu'ils ont 4,7 millions par année de subventions de l'État, de subventions du directeur général des élections. Puis du côté de François Legault, on dit que c'était à peu près 1 million là, de financement populaire, là, si on peut utiliser ce mot-là, qui ramassait. Fait que là, ils l'ont plus, donc là, ils vont se contenter. Mais tu comprends que ça devient... Tu dis, OK, donc là, dorénavant, on a un parti politique au pouvoir au Québec qui vit 100% au crochet de l'État. Qui ramasse plus une scène par lui-même, qui vit juste avec de l'argent public. Oui. Ben, je dis pas que c'est grave, là, c'est ça la loi. Je dis juste... Excuse-moi dans mes mots, mais c'est bizarre. Oui, puis prendre cette décision-là comme ça le matin, alors qu'on s'entend, la Coalition Avenir Québec aurait pu mettre de l'avant, par exemple, la réforme du travail, de la construction. Ça, c'est l'autre affaire. La semaine passée, M. Legault dit « Moi, je veux plus de distraction. » Bon. Si on est dans un monde sans distraction, je suis 1000% de ton bord. La nouvelle aujourd'hui, puis on va en parler dans un instant, c'est la réforme de la construction. Bon, moi, je dois dire, je suis particulièrement favorable à cette réforme-là. Je pense qu'il faut assouplir les règles de la construction. Les règles syndicales sont trop contraignantes. Ça pourrait baisser les coûts de la construction, encore plus accélérer les projets. C'est tout ce qu'on a besoin dans cette période où il y a beaucoup de travaux à faire, de maisons, de logements à construire.
Donc, moi, si je suis François Legault aujourd'hui, puis que je respecte ma parole de la semaine passée que je veux pas de distraction, je me mets un casse blanc de construction sur la tête, j'en mets un à mon ministre Jean Boulet, puis on s'en va faire une conférence de presse, les 2 pieds sur un chantier, tu comprends? Oui. Puis là, on annonce notre affaire, puis c'est construction, construction, construction. Oui, la coalition Avenir Québec va de l'avant. Mais là, dans la journée d'aujourd'hui, c'est quoi la distraction? C'est François Legault lui-même. Ben, c'est la nouvelle économique forte, c'est l'annonce sur la construction. La distraction qui est venue fucker l'annonce, excuse-moi le verbe, c'est l'affaire sur le financement politique qui n'a pas rapport. C'est une longue explication pour dire je comprends plus rien. Ouais. Je comprends plus rien. Et tout ça, tu te dis, OK, est-ce que stratégiquement, ils ont pensé que là, il allait pogner les partis d'opposition à leur jeu. Là, les partis d'opposition ont parlé contre le financement, puis là, on va y coincer. Parce que lui, il a dit, moi, je renonce au financement et je demande aux partis d'opposition de faire la même chose. Mais il faut comprendre que si on fait ça, mais le parti au pouvoir va toujours avoir Plus d'argent, oui. Plus d'argent mais de que toute les façon, autres partis. les autres partis ont dit, Non. ben non. Nous autres, on continue. Vous autres, vous avez eu des problèmes de financement. Nous autres, on n'en a pas. Puis on fait nos affaires, puis on continue. Fait que là, ça fait plout. Fait que demain matin, il y a la CAQ qui a promis qu'il ramasse plus d'argent, qui ramasse 1 million de moins. Les autres vont continuer. La seule et unique chose, c'est que là, je pense entre autres au PQ, il y a Québec solidaire. Là, ceux qui ont fait un spectacle avec ça cette semaine, eux, là, il faut qu'ils soient là, plus blancs que blancs dans leurs activités. Il faut plus qu'ils parlent le mot « on a invité quelqu'un, vous pourrez le rencontrer ». Je sais même plus quel mot ils peuvent employer. C'est la seule chose. Là, ça les met dans une position extrêmement précaire sur la façon dont ils font leurs événements, parce que s'ils se font pogner, là, tu comprends, la trappe à souris va leur péter ses doigts. Mais outre ça, aujourd'hui, journée, à mon avis, journée horrible pour François Legault et la CAQ encore. Ouais, c'était complexe. Puis là, je t'ai entendu parler, tu utilises un mot F pour parler de l'annonce. Ça veut dire que l'annonce, je vais le répéter, on a fucké l'annonce. Ben, sur la construction. Ben, t'es pas tout seul à avoir utilisé même des termes anglophones forts pour décrire ce genre de choses-là, parce qu'au moment où M. Legault était en plus en train d'expliquer justement que son parti voulait rien qu'on aille à se reprocher, qu'il allait couper tout ce financement populaire-là, ben, il a répondu, après ça en anglais. On peut écouter un peu sa réponse. One thing I cannot accept it is that we put in question my integrity. Shit. Le mot en S, Mario, qui a été prononcé. Donc moi, un j'ai sac pas trouvé ça anglophone. grave. Non, mais dans son visage, ça valait la peine quand même. Je voulais Mais le on dirait souligner. que dans notre langue seconde, un gros mot dans notre langue seconde, c'est un demi-gros mot. Puis, dans l'ensemble de sa journée, pour moi, c'est une bien petite affaire. Tout savoir en 24 minutes. Mais parlons-en de ce dossier qui aurait dû être le premier des nouvelles aujourd'hui, la réforme de la construction lancée par la Coalition Avenir Québec. Le ministre Jean Boulet qui déposait aujourd'hui, le ministre du Travail, là, cette réforme. Entre autres, là, les principaux points, ça va modifier l'embauche régionale des travailleurs. Parce qu'en ce moment, quand tu veux embaucher dans une région, il faut que tu prennes un certain quota de travailleurs qui viennent de la région en question. Le problème, c'est quand tu t'en vas construire dans des régions très éloignées, ou encore quand tu as des projets de construction comme des futurs barrages qu'on veut faire avec Hydro-Québec, c'est parce que c'est pas une dizaine ou une quinzaine de travailleurs que ça va te prendre, c'est des centaines, des milliers. Et donc, on veut décloisonner tout ça un peu, alléger les critères aussi d'accessibilité pour les travailleurs. Permettre à l'entrepreneur d'amener avec lui davantage de ses travailleurs. Oui, des grands centres, par exemple. Exactement. Mais c'est aussi vrai à l'inverse. Hein? Un travailleur des régions pour venir travailler en ville aussi. C'est que les gens, les entreprises de construction peuvent traîner une plus grande partie de leur main-d'œuvre avec eux, plutôt que d'être forcés de ce qu'ils appellent de piger dans le bassin régional. Oui, parce que pour l'instant, les conventions collectives protègent les travailleurs comme ça. Tu es obligé d'aller chercher des gens dans le bassin régional. Et là, ben, ça va entrer au terme des conventions collectives qui sont actuellement en vigueur, qui viennent à échéance dans 1 an. Donc, on va pouvoir avoir cette modification-là quand même assez vite. Merci. L'autre dossier, c'est celui de la levée des barrières entre les métiers. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui a été beaucoup dénoncé, là, tant sur des chantiers là, énormes que des chantiers résidentiels, par exemple. Le fait que tu doives attendre constamment pour un corps de métier puis un autre pour réaliser des travaux. Fait que, par exemple, en ce moment, la toiture d'un triplex qui serait en train d'être faite, on pourrait la faire par un couvreur sans avoir l'aide d'un charpentier.
avec des conditions, bien évidemment, mais les deux seront pas obligés d'être là complètement en même temps pour faire une tâche, là, ce qui était quelque chose qui alourdissait beaucoup les chantiers. Par contre, il reste qu'il y a des métiers là, très spécialisés, tuyauteur, il y a des métiers où tu peux pas vraiment mettre n'importe qui. Je voyais grutier, là. Opérateur de grue, ouais, mécanicien d'ascenseur aussi, tu sais, c'est le genre de job que tu veux pas. Tu peux pas dire au peintre ou au plâtrier, va donc taponner après la grue un peu, là, puis il échappe quelque chose de 4 tonnes sur la tête des passants, là, non. Oui, voilà. Donc, on a quand même une espèce d'immunité, si on veut, logique, sur ces rôles-là, mais c'est, comme tu disais tantôt, quelque chose qui était attendu beaucoup, entre autres, par les entrepreneurs en construction. Mais il va y avoir quand même certains éléments qui vont peut-être venir plaire aux syndicats aussi, là, eux qui voulaient, par exemple, négocier des conventions collectives, des ajustements de salaire de manière rétroactive. En ce moment, c'est impossible. On ouvre la porte de ce côté-là, du côté du ministre Boulay. Ouais, donc on va voir, mais je pense quand même que les syndicats, globalement, vont être contre la loi. Sur l'aspect régional, l'aspect décloisonnement, eux autres, la loi, quand même, est écrite à une époque là, où les syndicats avaient une énorme influence. Énorme, c'est pas sûr que j'en masse avec, tu te dis... Gargantuesque. Oui. Écoute, les syndicats tenaient le crayon des ministres du Travail là, à une époque. Là. Ça fait que ou sinon, le monde avait peur d'eux, puis des grèves, puis des saccages de chantier. Fait que pour toutes ces raisons-là, tu dis, OK, à cette heure, si tu veux ramener le balancier un peu, forcément que les syndicats risquent d'être pas contents. Là. Actualité. La Société des transports de Montréal, la STM, avait déjà annoncé dans son budget pour 2024, qui a été présenté en décembre dernier, devoir couper des postes. Là, on faisait un objectif de réduction de dépenses d'à peu près 36 millions de dollars. Et voilà que la suppression salariale qui avait été annoncée, là, soit 4 % de plus, là, qui venait s'ajouter au 1 % déjà fait, donc 5 % de la masse salariale, ben aujourd'hui, ça a été confirmé. Le couperet qui est tombé, c'est 180 postes là, qui vont être abolis à la STM. Par contre, on parle quand même là, de 70 % de ces postes-là qui étaient vacants, donc qui n'étaient pas comblés encore, qui seront donc pas renouvelés. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'on aurait pu couper plus. Mais bon, c'est moi qui parle, mais en même temps, c'est ça. Là. Les sociétés de transport en commun font d'énormes déficits. Depuis des années, c'est des organismes qui dépensent beaucoup, qui ont tendance à faire des déficits. Puis là, ben, la situation financière précaire les force à gérer plus serré. Je trouve ça malheureux pour les gens qui perdent leur emploi. Là, c'est jamais drôle, mais en même temps, je suis obligé de dire, ben c'est ça. C'est ça, des sociétés publiques devenues trop bureaucratisées, trop grosses au fil des années, doivent revoir leurs dépenses. C'est ça. Des changements qui pourraient peut-être s'avérer nécessaires. Puis du côté de Marie-Claude Léonard, qui est la directrice générale de la STM, qui faisait l'annonce aujourd'hui, ben, il y avait un peu de cette lucidité-là, là, si tu veux, Mario. Là. Elle dit que la SUR, c'est des suppressions qui vont pas affecter l'offre de service du tout, du moins pour cette année. Puis elle dit que là-dedans, ça va être quand même un levier pour re-questionner la manière de travailler. Là. C'est sûr que quand tu te ramasses avec une plus petite équipe, tu es obligé de travailler peut-être puis de te rendre compte que il y a peut-être des postes qui se dédoublaient quelque part dans ton organisation. Donc, le couperet est tombé à la STM. On a vu ça souvent là, dans les grosses bureaucraties, qu'on est capable de couper un certain pourcentage des emplois, puis le lendemain matin, les services sur le terrain, t'en rends pas compte pantoute. Là. Tout savoir en 24 minutes. Du côté fédéral, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le report à 2027 de l'expansion qui était attendue de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. On prétextait aujourd'hui que c'est une préparation du système qui doit se faire, que les systèmes sont pas prêts. Et le ministre fédéral de la Santé, le M. Mark Holland, qui disait aujourd'hui que c'est ses homologues provinciaux qui lui ont demandé de reporter ça. Donc, 2027, pourquoi? C'est quand même loin. Puis il y a certains sénateurs il y en a qui étaient tout d'abord contre cet élargissement de l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux, mais il y a quand même 2 autres sénateurs qui, eux, aujourd'hui, ont dénoncé en disant c'est un jeu politique. Là. C'est pas vraiment un report qui est lié avec le système. C'est sûr que c'est un dossier chaud. C'est sûr que c'est un dossier chaud quand même. C'est un dossier, à mon avis, où il n'y a pas de consensus de société, il n'y a pas de consensus entre les médecins. Il y a une expertise, il y a des médecins qui disent oui, il existe des maladies mentales tellement chroniques là, que des gens, depuis, mettons, plus d'une décennie. Mais moi, je trouve qu'on est sur un terrain... Si on n'accepte pas ce qu'on appelle le suicide assisté, on est sur un terrain qui... Autant sur le reste, là, c'était pas l'unanimité, mais tu avais un consensus social. Je trouve que quand tu arrives sur les troubles mentaux, c'est beaucoup plus flou là, qu'il y a un vrai consensus. J'entends beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ça, des médecins. Donc, c'est pour ça que moi, je vois une sagesse leur porter ça de quelques années. Même après une future élection aussi. Oui, mais aussi...
je veux dire, en matière d'aide médicale à mourir, je veux dire, ça se pourrait qu'on dise aussi pour un tel type de situation, ben on va juste pas là. Tu sais, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on élargit, puis il y a un devoir, là, on a un calendrier avec un devoir d'élargir. Là. Ouais. On l'élargit, on le rend disponible. Là, présentement, on semble avoir trouvé pas loin d'un équilibre. Là, il restait ce cas des troubles mentaux. On se rend compte qu'il n'y a pas de consensus, mais peut-être qu'un jour, on va aussi dire, non, c'est pas le genre de cas. Ou encore, peut-être, on va restreindre encore une sous-catégorie. Mais moi, je pars pas dans l'idée, autant j'étais pour ça au départ, mais je pars pas dans l'idée qu'on a comme c'est comme une affaire où on a une obligation. Une liste de toutes sortes de cas. Puis il faut l'élargir, là, puis on est obligé de dire oui. Un jour ou l'autre, il faudra dire oui à tel groupe. Non, il n'y a pas un tel agenda. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées a fait une sortie en réaction à l'annonce qui a été faite là, hier de Desjardins, celle de couper beaucoup de guichets dans les régions, particulièrement dans certains petits villages, petites villes. On va supprimer 190 centres de services d'ici les 3 prochaines années. Et là, du côté de cette association-là, on dénonce le fait que il y a beaucoup de gens, de personnes âgées, qui étaient ceux qui utilisaient le plus ces guichets automatiques, les comptoirs, mais qui risquent d'en souffrir et demandent à l'institution financière québécoise de mettre l'accent sur de l'aide pour les personnes âgées, de mettre vraiment l'emphase, par exemple, sur le site, avoir des guides, des gens prêts, disposés à aider. Parce que j'ai parlé au porte-parole aujourd'hui, par une ligne téléphonique là, facilement accessible avec du monde à l'autre bout. Oui, parce qu'on comprend Desjardins de vouloir moderniser leur service. Là. Les comptoirs caissiers, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est 1% des utilisateurs qui prennent ça. Non, attention, c'est 1%. Des transactions. Des transactions. Puis moi, quand j'ai entendu ça, sur le coup, j'ai dit c'est vraiment pas beaucoup 1% des transactions, mais tu sais, moi, puis les chiffres, là, ça m'a comme resté dans la tête. À un moment donné, j'ai dit non. C'est sûrement un plus grand pourcentage des utilisateurs parce que, tu sais, entre toi et moi, là, le petit couple de personnes âgées de 80 ans, probablement qu'ils font peu de transactions. Tu sais, dans le fond, ils sont plus sur le marché financier à transférer de l'argent d'une place puis à l'autre, puis en ramener. Sors là de la bourse, puis ramène-le ici, puis paye ça. Ils n'ont pas de chèque de paye qui rentre tout le temps. Non, ils n'ont pas de chèque de paye, puis ils n'ont pas 8 enfants. Tu sais, tout ce qu'ils ont essentiellement, là, c'est le loyer ou quelque chose du genre. Des fois, si leur maison est payée, même pas le loyer, c'est 4-5 comptes. C'est peu de transactions, mais je veux dire, ils sont des clients. Dans certains cas, ils ont eu leur argent toute leur vie à la Caisse Desjardins. Ils ont fait vivre le mouvement Desjardins. Mais tu sais, dans le fond, sont 2 personnes, sont 2 clients, tu sais, le couple, avec un très petit nombre de transactions. Fait qu'1% des transactions, ce serait plus qu'on pense. C'est ça. Probablement que ça représente un plus grand pourcentage des clients parce que les clients qui font beaucoup de transactions, c'est sûr qu'eux sont en ligne. Tu sais, de nos jours, tu fais ça avec ton sel. Quelqu'un qui fait plusieurs transactions par jour, tout ça, il va pas au comptoir. Oui, puis moins de gens vont au guichet parce que l'argent comptant aussi, c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins. Mais reste qu'il y a des gens qui l'utilisent encore, puis c'est la même chose avec les guichets, puis c'est la même chose avec certaines personnes. Donc, c'était quand même un bémol intéressant qui a été fait aujourd'hui. Moi, j'ai un oncle qui est décédé il y a pas si longtemps, quelques années, puis j'ai réalisé au décès qu'il n'y avait pas de carte de crédit. Oui, et ça existe encore. Il fonctionnait avec de l'argent comptant, un petit peu de carte de guichet au besoin, il avait sa carte de guichet au besoin avec son NIP, puis il faisait ses petites... Il vivait seul, puis il vivait avec ça, il s'arrangeait, il payait toutes ses affaires avec ça, des chèques, son loyer, des chèques. Je vais te le dire, moi aussi, qui utilise encore beaucoup l'argent comptant puis refuse d'utiliser les autres moyens de paiement en ligne? Les mouvements complotistes, Mario. C'est quelque chose, puis je ne blague pas, puis j'ai moi-même accès à plusieurs forums de conspirationnistes, complotistes, mouvements comme ça au Québec, qui, eux, ne font pas confiance au système bancaire du tout. Puis parce qu'ils sont dans le bag, là, sont dans le système. Oui, et pensent que, sincèrement, la disparition de l'argent comptant, c'est une des dernières libertés qu'on enlève au peuple. Et ils vont continuer à utiliser de l'argent comptant là, jusqu'à ce qu'on l'abolisse ou la fasse disparaître ou quoi que ce soit. Mais c'est une réelle crainte dans une partie de la population, Mario, de voir disparaître l'argent comptant. Donc, je pense que dans ces pourcentages-là, il y a peut-être des gens aussi qu'on soupçonne moins, qui sont peut-être pas aussi vieux qu'une frange d'aînés de la population, mais qui utilisent encore le comptant pour presque tout. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, une histoire sordide est ressortie aujourd'hui au Palais de justice de Montréal lors de la comparution de Akong Yves Fonba, un vendeur de crack qui serait allé tuer le père d'un de ses clients à coups de bâton de baseball dans son salon en septembre 2021. Là, vraiment une histoire sordide alors que M. Fonba, lui, a plaidé non coupable aujourd'hui à des accusations de meurtre au premier degré là, d'un homme de 75 ans. J'explique l'histoire. Là. C'est l'accusé, lui, dans cette histoire-là, est un vendeur
vendeur de crack. Et un de ses clients, M. Kenneth Riches, a des problèmes avec lui. Il y a eu beaucoup de genre, il va-et-vient. paye pas, c'est souvent ça. Genre, il paye pas, puis pire, il est allé voler la télévision de son vendeur de crack. Il l'a vendu 40$ pour après ça aller se racheter du crack avec ça. Tu sais, l'addiction, c'est le genre de choses que ça peut pousser à faire. Et là, il devait de l'argent, bien sûr, à son dealer. Et le dealer, dans ce cas-ci, M. Funba, l'a appelé, a dit « Regarde, tu me donnes mon argent », il a refusé, puis il l'aurait menacé en disant « Je vais aller chez vous, je vais te tuer, puis je vais tuer ton père ». Et finalement, a décidé de mettre sa menace à exécution, est entré dans l'appartement, a trouvé son père, 75 ans, qui dormait sur le divan, et l'a sauvagement le frappé avec le bâton de baseball. Le fils, lui, était dans sa chambre en train de consommer de la drogue, justement, avec des amis, a sorti un couteau, a réussi à faire quitter l'accusé dans cette histoire-là, en dehors de la maison, alors qu'il était en train de défoncer la porte patio du logement à coups de batte de baseball. Finalement, quelques jours plus tard, on a constaté le décès du père, malheureusement, et c'est, semble-t-il, un autre consommateur de crack qui est allé porter l'arme du crime aux policiers 1 mois après le meurtre. Et là, même s'il n'y a aucune trace d'ADN ou de trace d'empreinte digitale qui a été retrouvée sur le bâton, mais on a trouvé des morceaux de verre dans le bâton incrustés, évidemment, qui rappellent le fait qu'il aurait défoncé, en fait, vraiment la porte patio par la suite. Donc, le procès va se poursuivre aujourd'hui. Là, le bâton est exhibé, d'ailleurs, aujourd'hui dans la salle de cours. Mais quelle affaire de fou, hein? Ouais, sordide histoire, vraiment. Économie. La crainte revient pour certains voyageurs, Mario, alors que le conflit de travail va se poursuivre pour les agents de bord d'Air Transat qui ont refusé, encore une fois aujourd'hui, une nouvelle entente de principe, cette fois-ci à 81,9%. Je rappelle quand même là, qu'ils avaient renouvelé un mandat de grève à 94,6% récemment. Et là, c'est les 2100 agents de bord qui sont affectés aux aéroports de Montréal et aux aéroports de Toronto qui vont pouvoir, ils ont déjà le mandat de grève en main, pourraient rentrer en grève là, d'un moment à l'autre. Et là, c'est un revers qui pourrait inquiéter certains voyageurs, Mario, qui voulaient partir dans le sud ou ailleurs pour les destinations offertes par Transat très bientôt. Donc, le mandat de grève, lui, est en vigueur jusqu'au 1er avril 2024. C'est 72 heures, le délai que les syndiqués auront pour indiquer qu'ils veulent partir en grève d'avance. 72 heures quand tu as des billets d'avion, c'est pas beaucoup. C'est drôle parce que là, on attend les résultats demain de la FAE dans le secteur public, mais il y a des spécialistes en relations de travail qui disent qu'on est dans une période de l'histoire, présentement, des années, où il y a particulièrement, fréquemment, là, des refus. Tu sais, habituellement, là, quand les négociateurs regardaient ça, connaissaient un peu leur monde, parlaient aux chefs syndicaux, ça va passer parmi nos membres. Mais il semble qu'il y a une tendance, est-ce que c'est la méfiance qui a monté? Est-ce que les gens sont rendus plus exigeants? Mais les gens ont de moins en moins confiance en leurs négociateurs. Donc, il y a de plus en plus d'ententes acceptées au plus haut niveau par les gens qui ont passé des semaines à la table. Puis là, ils disent, je pense qu'on a une entente satisfaisante. Ramène ça à la base et c'est rejeté. Et c'est vraiment le cas dans ce cas-ci, Mario. Tu fais bien de le dire. Ça fait parce deux fois, là. Là, il y a eu des changements à la tête même du syndicat. Du côté des membres, on a changé la personne qui était à la négociation. C'est une nouvelle présidente qui vient d'arriver du côté de la SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique, qui s'occupe de la partie d'Air Transat. On était insatisfait de la personne qui négociait à table du côté des agents de bord, puis on a remplacé la personne en question, ce qui a étiré d'autres délais dans le dossier. Le Monde. J'ai souvent relayé ici au micro, Mario, diverses défaites en cours de l'ancien président américain Donald Trump, lui qui s'est présenté tout d'abord devant les tribunaux pour faire invalider le résultat des élections et là se retrouve embourbé dans toutes sortes de dossiers. Et aujourd'hui, il a essuyé un nouveau refus, mais pas aux États-Unis, Mario, devant une cour britannique. Effectivement, il y avait un cas qui avait été lancé par le président Trump depuis vraiment longtemps, qui datait là, de la tempête politique de 2017. Là, on se souviendra de l'investigation qui avait eu lieu après la campagne électorale de 2016, où on parlait peut-être là, d'ingérence électorale russe dans tout ça. Mais à cette époque-là, il y a un ancien agent espion britannique, M. Christopher Steele, qui avait donné un rapport aux démocrates sur les liens supposés qu'aurait eu M. Trump avec la Russie. On se souviendra, c'était ça, là, les fameuses vidéos qui n'ont jamais été vues ou consultées par la suite, où on aurait vu l'ancien président Trump être avec des prostituées à Moscou, dans une orgie à Saint-Pétersbourg. Ça avait fait beaucoup de tollé à l'époque. Et M. Trump, lui, avait intenté une action contre la société de renseignement privé qui engageait l'agent. Et aujourd'hui, ça a été complètement refusé. La juge en charge du dossier
aussi a dit que M. Trump était probablement plus investi à laver une réputation que véritablement présenter des arguments convaincants pour aller poursuivre et avoir une indemnisation pour préjudice moral envers l'espion. Surtout que le rapport, le fait qu'il a été publié au grand public, ben c'est pas du ressort de l'agence de renseignement, semble-t-il. Donc une autre défaite en cours, sûrement moins importante, celle-là, mais quand même, était au Royaume-Uni. Mais on n'a pas les vidéos. Toujours pas les vidéos, Mario. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse, pas tout le reste? Ouais, c'est sûr, ça serait le fun de les voir. Ou pas, en fait. Enfin, peut-être c'est sûr qu'elles n'existent pas. T'es sûr? Fake news. Fake news. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.